l'empreinte d'un logo peut parfois tout changer. Et qui aurait pensé qu'une entreprise dédiée aux agriculteurs avec un logo de taureau deviendrait un des leaders mondiaux en matière de sport automobile? Lamborghini tire ses origines d'un richissime homme d'affaires ayant fait sa fortune avec des tracteurs de ferme. Pour faire sa réputation, éventuellement, quand on a plus d'argent un peu, on veut s'amuser, on veut passer du bon temps. Et qu'est-ce qu'on fait? À cette époque-là, on se tourne vers les produits qui nous sont offerts. Et il existe un produit qui s'appelle Ferrari, qui est un véhicule haut de gamme, exotique, exclusif, très performant. Et monsieur Ferruccio Lamborghini décide d'en acquérir plusieurs comme consommateur personnel et au fil de son utilisation, se rend compte qu'il y a plusieurs éléments techniques qui ne lui plaisent pas au sujet de la voiture, notamment la boîte d'embrayage qui lui posait toujours problème. La légende dit qu'un bon jour, il aurait lancé à la blague à Enzo Ferrari. Les Ferrari sont tout le temps brisés. Et Enzo de répondre à Ferruccio, c'est parce que tu sais juste conduire des tracteurs, retourne dans ta ferme. Est-ce que c'était aussi dans un langage franc que ça? Peut-être pas. Du moins, l'histoire démontre qu'il a décidé de se lancer en affaires et lui-même de construire des voitures plus performantes et mieux que celles d'Enzo. Plusieurs années plus tard, manifestement, ce fut un franc succès. Dans l'industrie automobile, ce qu'on veut faire de façon générale dans les années 60 et 70, c'est qu'on veut faire des produits grand public qui s'adressent à tout le monde pour réussir à produire un tirage et un nombre d'unités suffisant pour renflouer les coffres d'une compagnie et la rendre rentable. Lamborghini et Ferrari sont un peu aux antipodes de ça. On offre des produits très nichés qui coûtent 10 fois le prix, qui s'adressent à une clientèle très spécifique. Et c'est un peu le défaut que va constater Ferruccio Lamborghini au fil de son implantation dans le marché, c'est que faire des voitures performantes, prétendre qu'elles sont meilleures, plus rapides et plus bonnes que d'autres, mais de là à en écouler un nombre suffisant pour que ce soit économiquement viable, c'est là que le bas blesse. Si bien qu'à la fin des années 70, Lamborghini éprouve des difficultés financières et changera de main à plusieurs reprises pour être repris éventuellement par un consortium d'individus. Et on a pris à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de budget, on est dans le début des années 80, au retour de la crise du pétrole. On dit, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On prend des restes de la Huraco, de la silhouette qui existait déjà, puis on fait un mix de ça. On veut offrir une Mini Countach qui était connue avec son 12 cylindres, qui était exubérant. Donc faire un look un peu conservateur, classique, mais en même temps moderne. Donc on va intégrer des composantes en plastique à l'intérieur, ce qu'on n'avait jamais vu avant. Et on va baptiser, on va lancer la Jalpa. Les amateurs de cinéma, connaissez-vous Rocky, spécifiquement dans Rocky IV? Peut-être que ça n'a pas attiré votre œil ou l'œil du tigre. Quand Rocky se chicane avec Adrienne concernant son futur combat en Russie avec Ivan Drago, le véhicule qui prend sur la tourne There's No Easy Way Out, c'est une Lamborghini Jalpa. Et c'est là que la Jalpa a été lancée. La tentative de commercialisation qui rend public de Lamborghini s'est passée dans les années mi-80 avec la Jalpa. Ils en ont écoulé 410 exemplaires. Il en reste un peu moins de 300 dans le monde aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui a généré en nous et en moi personnellement l'intérêt marqué pour la compagnie parce que c'est très riche en histoire. C'est des véhicules qui ont réussi à se faire connaître et à tirer leur épingle du jeu et à changer la donne malgré le très faible tirage. Et c'est quoi la première tentative et le premier succès réellement commercial que Lamborghini aura connu? Mais c'est après son association, du moins son rachat par le consortium Audi-Volkswagen en 1998. On aura lancé sur le marché la Gallardo que presque tout le monde connaît. Je veux dire, n'importe qui de ma génération, on dit Gallardo, ça vous dit quoi? Lamborghini. La Gallardo aurait été le premier succès commercial réel produit en plus grand nombre de Lamborghini. Si bien qu'elle sera remplacée plus tard par la Huracan et la version extrême de la Huracan, la Performante, dont c'est les questions aujourd'hui. On arrive au moment tant attendu de l'époque moderne. Oui, la nostalgie, j'aime ça. Plus on va dans le temps, plus on a des produits fiables devant nous. On se présente avec des véhicules qui valent une fortune, littéralement, mais qui sont rendus énormément plus fiables qu'avant. Et c'est exactement le cas de cette Huracan-là. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai toujours voulu une Huracan au moment où la Huracan est venue au monde. Ces aptitudes techniques sur piste ne sont pas approuvées à personne. Il s'agit d'écouter la presse journalistique pour se rendre compte des prouesses dont cette bagnole-là est capable.
prendre le volant d'une, c'est autre chose. Et quand on a la chance de posséder la version Performante, c'est encore plus vrai. La version Huracan Performante Spider, donc décapotable, est équipée d'un moteur central arrière V10 5,2 litres qui fait pas moins de 640 chevaux et environ 440 livres-pieds de couple. Ça fait 0-100 en 3 secondes à peu près comme toutes les supercars. Mais la particularité de ça, c'est parmi les dernières au monde et potentiellement que ça ne sera jamais reproduit ailleurs, à avoir un moteur V10 atmosphérique. Si vous pensez que vous avez déjà entendu chanter quelqu'un très bien, la plus belle mélodie, c'est de là-dedans que ça vient, je vous le dis. Plusieurs personnes qui nous suivent sur les médias sociaux et qui nous approchent, nous posent la question. C'est bien beau de voir que vous avez des autos, mais c'est quoi ton feeling? C'est quoi ton trip? Quand tu peux pas embarquer dedans, quand tu peux pas l'essayer, t'aimes que quelqu'un que tu connais t'en parle. Moi, la seule base de référence que j'avais pour une Lambo, avant d'en posséder une, c'était Bruce Wayne dans Batman. En m'assoyant dedans, déjà conquis par le marketing du cinéma, j'avais l'impression que j'étais un super-héros au volant. C'est là que le branding d'une compagnie est incroyable. Ils ont réussi à s'implanter dans des films comme ceux-là et enraciner leurs produits de plus en plus fort dans l'inconscient collectif. Donc, si on prend place à bord du véhicule et déjà on pense qu'on est un super-héros, imaginez quand on met les gaz. C'est incroyable. C'est un véhicule qui est sans compromis littéralement. Si vous pensez que ça c'est docile, mettez ça en mode Corsa puis pesez sa pédale. On va faire un saut. Il n'y a rien de docile là. Âme sensible, s'abstenir. Souvent, on me pose la question à savoir qu'est-ce qui justifie le prix d'entrée demandé et la facture aussi salée pour acquérir un véhicule de performance comme une Huracan, par exemple. La recherche, développement et l'engineering qui permet à un auto de rouler 330 km/h en vitesse de pointe avec un cabriolet, je veux dire, c'est pas rien, c'est pas banal. Les lignes sont spectaculaires, mais la recherche, le développement et les composantes mécaniques le sont tout autant. Juste le système ALA, qui est le diffuseur d'air, l'aileron, qui est en fibre de carbone forgé, en lui seul, la pièce avant, là, c'est 15 000 $. On utilise des technologies de pointe pour arriver à des performances de pointe et pour satisfaire les exigences des consommateurs qui sont de plus en plus pointues. C'est pour ça que ça coûte cher, mais aussi, il y a un peu de branding là-dedans. On paye le nom, on paye la marque. Un compétiteur prendrait la même voiture, la fabriquait identique, la met en production parce que vous n'avez pas confiance en la nouvelle compagnie, vous ne connaissez pas l'héritage, l'historique, les succès, le véhicule va avoir 50 % moins cher. Et c'est exactement pour ça qu'il ne serait pas commercialement viable. Pour moi, Lamborghini, c'est totalement nostalgique. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance et qui a conduit éventuellement à ce que j'en possède quelques-unes? J'avais 6-7 ans, à Québec, je m'en vais à mon cours de karaté parce que, je vous l'ai dit tantôt, je rêve d'être un super-héros. Et j'arrive dans le stationnement et il y a une Lamborghini Countach blanche qui appartient au propriétaire de l'immeuble. Je m'approche du véhicule, quelqu'un me parle, mais c'est pas un humain. C'est le véhicule lui-même avec son système d'alarme qui me dit de reculer. Le propriétaire s'approche, discussion avec mon père s'ensuivent, futur passionné d'auto en moi, puis-je m'asseoir à l'intérieur? Mon rêve exaucé sur le champ, j'ai réussi à m'asseoir dans une Countach à l'époque où ça venait d'arriver. Et c'est exactement ça qui, dans mon inconscient, a conduit et a contribué à la passion que j'accorde au Lamborghini encore à ce jour.